Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une critique dialectique des Lumières, c'est-à-dire une critique émancipatrice des Lumières capitalistes d'une part et des anti-Lumières réactionnaires d'autre part, et évidemment des mouvements qui se réclament à la fois des deux. Il ne s'agit pas d'un enjeu uniquement philosophique, comme on pourrait le croire à premier abord, avec Lumière et anti-Lumière. En réalité, les Lumières capitalistes et les anti-Lumières réactionnaires constituent l'arrière-fond idéologique, les bases fondamentales de l'ensemble, de la quasi-totalité des mouvements politiques du 19e, du 20e et encore du 21e siècle. Du côté des Lumières capitalistes, on a évidemment le libéralisme, et donc la bourgeoisie libérale, mais on a aussi le marxisme-léninisme, qui parle des lois de l'histoire, du culte de la raison, d'un progrès perpétuel vers le communisme, etc. etc. On a le keynésianisme et sa planification rationnelle de l'économie, qui considère le marché comme irrationnel et anarchique, et donc il faut amener l'État pour lui faire suivre une raison générale. Il y a évidemment le néolibéralisme et ses lois du marché, voilà, donc c'est quand même déjà pas mal. Du côté des anti-lumières réactionnaires maintenant, on a les contre-révolutionnaires monarchistes qui vont dénoncer la révolution de 1789, on a les romantiques allemands, qui vont devenir les tenants de l'idéologie Völkisch, une idéologie nationaliste et raciste à la fin du 19e siècle, et les tenants de la révolution conservatrice allemande, donc notamment Heidegger, Carl Schmitt et Junger, qui vont aboutir à une partie seulement des idéologues de l'idéologie nazie, mais une partie quand même. Donc on en parlera largement dans la deuxième partie, un peu de cette histoire des anti-lumières réactionnaires. Et on a les religionnistes, évidemment, donc les juifs ultra-orthodoxes, les islamistes, les salafistes, les wahhabites, et chez les catholiques, évidemment, les intégristes catholiques. Et puis on a évidemment, encore plus récemment, les néo-païens comme Alain de Benoist, dont on va parler bientôt, et l'écologie profonde aussi. Et entre deux, prenons certains aspects des Lumières capitalistes, on expliquera quelles sont ces caractéristiques des anti-lumières et des lumières, mais disons, entre deux, il y a des mouvements qui prennent à la fois des uns et des autres, qui vont être égalité et réconciliation, qui exhortent d'une part avec les anti-lumières la patrie et la famille, mais d'autre part aussi l'état gestionnaire de l'économie, ce qui fait que l'égalité et réconciliation a plutôt une approche keynésienne de l'économie. Le nazisme, qui à la fois exhorte le primitivisme de la race aryenne, néo-païen, les germains, etc., etc., mais en même temps qui a un culte de l'industrie, de l'armée moderne, qui va développer les autoroutes en Allemagne, qui va réindustrialiser l'Allemagne, etc., etc. Il y a aussi le fascisme, qui va faire l'apologie de l'Antiquité romaine, mais qui en même temps, le fascisme, c'est aussi l'idéologie futuriste de Marinetti, c'est aussi l'industrialisme, l'exhortation de la grandeur industrielle nationale. Voilà. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui,
l'ensemble des grands mouvements politiques, des idéologies et des idéologues sont rattachables soit aux anti-lumières, soit aux anti-lumières réactionnaires, soit aux lumières capitalistes, soit aux deux en même temps. Et donc, quand on parle de lumière capitaliste et d'anti-lumière réactionnaire, c'est les bases philosophico-idéologiques de l'ensemble des mouvements politiques aujourd'hui et des pensées politiques. Et c'est pour ça que, dans cette émission, notre objectif sera de les comprendre, de les présenter, de les critiquer et, in fine, d'aller au-delà, puisque la plupart beaucoup de mouvements révolutionnaires, par exemple le marxisme-léninisme, ont été incapables d'aller au-delà et se sont contentés de rallier le côté des lumières capitalistes. Alors, je pense que j'ai pas besoin de m'étendre davantage sur ce que sont les lumières capitalistes aujourd'hui. Évidemment, c'est le néolibéralisme aujourd'hui, c'est des intellectuels comme Luc Ferry, disons, l'idéologie mainstream qui est diffusée dans les médias. Et c'est pour ça d'ailleurs que les anti-lumières réactionnaires peuvent dire que l'idéologie dominante aujourd'hui, ce sont les lumières capitalistes. Ce en quoi ils n'ont pas tout à fait tort, même s'ils sous-estiment le fait que, sur Internet, c'est beaucoup moins vrai. Et sur Internet, les anti-lumières réactionnaires sont beaucoup plus présentes. Il suffit de voir les vidéos de Francis Cousin, certaines vidéos d'égalité et réconciliation, etc., etc. Pour ce qui est de l'entre-deux, globalement, on peut dire que c'est une bonne partie de l'extrême droite actuelle. C'est-à-dire, c'est cette extrême droite qui, comme le Front National, qui, comme égalité et réconciliation, garde à la fois cette apologie de la patrie, de la race, ou de la nation, de la race culturelle, etc., etc., de l'identité. Donc s'appuie d'une certaine façon sur les anti-lumières réactionnaires, un anti-universalisme, etc., etc. Et en même temps, rallie quand même les lumières capitalistes sur l'industrialisation, l'État planificateur, etc., etc. Et alors, malgré tout, même si une grande partie de l'extrême droite historique, en gros, on va dire que l'extrême droite, au début du 19e siècle, c'est exclusivement des anti-lumières, alors qu'aujourd'hui, une grande partie de l'extrême droite, globalement, est entre deux, a des aspects des lumières et des anti-lumières, il y a encore des anti-lumières réactionnaires, même si c'est d'une manière très, très spéciale, et qui sont représentés notamment par Alain de Benoist, dont notre invité, Benoît, militant d'Alternative Libertaire et professeur de philosophie, va justement nous parler. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette figure, je pense, centrale des anti-lumières réactionnaires, qui est Alain de Benoist aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on voit Alain de Benoist dans les médias aussi, par exemple, échanger avec Michel Onfray, un philosophe assez connu à propos de Proudhon. Donc Alain de Benoist, c'est quelqu'un qui revient un petit peu sur le devant de la scène, aussi qui va participer éventuellement à des discussions avec un rouge-brun comme Charles Robin. Et d'où il vient? Eh ben, il est cofondateur du GRES, donc qui s'est articulé autour de deux revues dans les années 60, fin 60, début 70, la Nouvelle École et la revue Éléments. Et donc le GRES, initialement, c'est un mouvement qui est culturaliste, c'est-à-dire qui renonce peut-être à l'idée de racisme biologique, mais qui va développer des formes de différentialisme au sens culturel. Et donc qui tout de même s'appuie sur une base traditionnelle d'anciens membres de l'Action française comme Pierre Gaxotte ou Thierry Moulnier, ou d'anciens nostalgiques du collaborationnisme, comme on aura des émoges fréquents par exemple à Drieux-La Rochelle dans ses revues, ou des anciens adeptes du racisme biologique. Donc on voit qu'il y a aussi une continuité entre ce racisme biologique auquel on renonce pour parler de forme culturaliste. Et donc en gros, les thèses fondamentales d'Alain de Benoist qui va défendre à partir de ce moment charnière, ça va être donc des thèses selon laquelle par exemple la culture viendrait remplacer la race comme vecteur principal de l'identité nationale, que la culture serait une construction mythique,
qui serait faite d'éléments purs n'ayant pas varié depuis la nuit des temps. Ça, Et, c'est la thèse de... C'est la thèse justement de... Là, je suis en train de parler des thèses qu'on retrouve dans les pièges de l'identité culturelle. Et que la culture, selon Alain de Benoist, serait utilisée comme explication totalisante du comportement et de la pensée des membres d'une même nation. Et cela fonde un différentialisme. Chaque culture doit être préservée dans une forme de pureté. Donc, contre le mélange, chaque culture doit garantir sa pureté. Et en fait, derrière cet ethno-différentialisme, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, qui donc va être le développement d'une forme de racisme vers un culturalisme, on a d'abord une critique des droits de l'homme, effectivement, chez Alain de Benoist. Donc Alain de Benoist, par exemple, il va thématiser la question du rousseauisme comme réaction moderne et à la fois anti-moderne aux Lumières. Donc Rousseau qui serait un pré-romantique, qui va annoncer déjà une critique de l'universalisme formel et abstrait des Lumières au profit d'une émotion, au profit d'un expressionnisme, au profit aussi de la République de Genève, qui fonde une appartenance de Rousseau à une certaine politique. Quoique avec Rousseau, on n'a pas encore un culturalisme au sens strict, mais plutôt une appartenance en tant que citoyen à un corps politique déterminé, mais ça annonce déjà des formes culturalistes. Et cette critique des droits de l'homme, elle est surtout, chez Alain de Benoist, très présente dans un ouvrage qu'il avait déjà publié en 2004 et qu'il a réédité dernièrement, qui s'appelle Au-delà des droits de l'homme. Donc dans Au-delà des droits de l'homme, très rapidement, Alain de Benoist explique que le formalisme des droits de l'homme est devenu une caution donc à une forme d'impérialisme occidental qui serait menaçant. Et donc il peut s'opposer de ce fait en individu antiraciste. Et donc il va même dire que l'antiracisme officiel d'aujourd'hui, par exemple de SOS Racisme, est raciste, parce qu'il défend cette universalité formelle, qui est une façon de coloniser culturellement ou idéologiquement des pays qui ne seraient pas occidentaux. Donc ça a l'air a priori sympathique, cette position ethno-différentialiste d'Alain de Benoist, mais là où il y a quand même quelque chose d'extrêmement pernicieux, c'est que cet ethno-différentialisme qui renvoie à un relativisme culturel, en fait, qui trouve ses racines par exemple en Allemagne déjà chez Herder, et ben cet ethno-différentialisme, il va poser la possibilité aussi pour chaque culture particularisée d'affirmer sa propre préférence culturelle. Donc si on radicalise cette proposition, c'est la possibilité pour chaque culture de rejeter l'autre potentiellement. Donc chaque culture presque aurait le droit d'être elle-même, d'affirmer le primat de sa propre culture, et cela sera fondé dans la stricte mesure où on ne peut pas, en tant qu'individu appartenant à une culture, s'identifier à un individu appartenant à une autre culture. Autrement dit, il y a la négation de la possibilité de se mettre totalement à la place de l'autre, parce que l'appartenance culturelle est quelque chose d'absolument décisif pour l'individualité. Donc dans cette critique des droits de l'homme, on a un ethno-différentialisme qui finalement fonde la possibilité pour chaque individu de poser une préférence culturelle, ce qui fera que Alain de Benoist, en fait, en critique, en renvoyant finalement l'antiracisme officiel, donc issu des Lumières universalistes abstraites, à un racisme pur, va en fait de façon binaire lui-même défendre un autre racisme, et on va essayer de montrer que son racisme à lui est en fait beaucoup plus ancré dans un projet de domination occidentale. Et c'est ça qu'il faut dire avec Alain de Benoist, parce que politiquement, c'est quelqu'un qui défend l'idée d'identité blanche, d'identité européenne occidentale, et donc c'est ça le projet qu'il y a derrière. Donc, par rapport à cette critique des droits de l'homme, il faut juste montrer qu'avec Alain de Benoist, la critique des Lumières, c'est la critique d'une universalité abstraite qui renvoie à la nécessité de fonder des nouvelles formes de particularisme et des nouvelles formes de relativisme culturel qui vont être en fait la possibilité pour chaque culture de fonder le primat de sa propre culture. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, non seulement, et ça on va le montrer plus tard, mais non seulement il y a en fait la possibilité de fonder un projet de défense de l'identité blanche occidentale, et on va voir à quel point c'est pernicieux de ce point de vue-là, mais en plus, structurellement, chez Alain de Benoist, on en a déjà parlé à propos de Francis Cousin dans une émission précédente, mais chez Alain de Benoist, il y a le même mouvement, on a un antisémitisme. Et là, c'est pas évident de le comprendre. Pour le comprendre, il faut voir quelle va être la référence de ces individus, la référence majeure de ces individus. Ça va pas être tant Rousseau que Nietzsche, en fait, le Nietzsche de la généalogie de la morale. Justement, on en a parlé dans une émission précédente. Le Nietzsche de la généalogie de la morale, il va dire que l'universalisme
et l'égalitarisme formel abstrait qui triomphe pendant la Révolution de 1789, donc ça va être l'accomplissement politique des Lumières, hein, selon la version officielle, la Révolution française. Donc cet égalitarisme qui triomphe, généalogiquement, renvoie à l'émancipation ou au désir d'émancipation des premiers esclaves juifs. Et en fait, quand on va critiquer un certain égalitarisme formel avec Alain de Benoît, on va critiquer ce que Alain de Benoît appelle constamment le judéo-christianisme, mais plus fondamentalement, c'est l'esprit juif qu'il essaye de dénoncer. Et donc, là, le geste, a priori, comme se présentant comme antiracisme de Alain de Benoît, est structurellement la dénonciation d'un esprit juif qui se réaliserait dans un projet d'universalisation et de sécularisation de l'universel. Donc, il faut rappeler ça, quand même, c'est important. Le problème, ça va être, chez Alain de Benoît, par exemple, le fait de rapprocher ce que dit Nietzsche dans la généalogie de la morale, c'est-à-dire le fait que des mouvements d'universalisation et de sécularisation de l'universel au niveau politique, comme la Révolution française, seraient à condamner dans l'absolu et nous obligeraient à réhabiliter une forme de particularisme. Ça, cette notion-là nietzschéenne, le fait de la rapprocher de ce que dit Marx, par exemple, dans la question juive, quand Marx dénonce le formalisme bourgeois des droits de l'homme, le fait de rapprocher ces deux choses-là, c'est ce que vont faire aujourd'hui des individus comme Alain de Benoît, et ça me paraît extrêmement pernicieux, et ça nous oblige aujourd'hui, en tant qu'anticapitalistes, au sens strict, de questionner ces rapprochements, et de questionner surtout un antisémitisme structurel qui, en fait, se fait passer pour un anticapitalisme, et qui est un anticapitaliste tronqué, et surtout qui légitimerait des formes de retour à des formes particularistes culturelles. C'est un peu technique ce que je dis, mais Alain de Benoît est assez technique, et c'est comme ça qu'il arrive à embrouiller tout le monde. C'est-à-dire, il se fait passer pour antiraciste, il se fait passer à chaque fois pour quelqu'un qui prône des formes de tolérance, il thématise la question de la colonisation, etc. Il dit qu'il condamne la colonisation, donc c'est extrêmement difficile de le réfuter sur ce plan-là, mais en fait, tout le problème va se situer avec lui sur le rapprochement entre un certain Nietzsche et un certain Marx, qui justifie des formes de retour à des particularismes culturels, d'identité nationale, et tu montreras le lien entre le national-socialisme et ce qu'on est en train de dire d'ailleurs. Et enfin, aussi cette question chez Alain de Benoît qui se pose, la possibilité de penser une identité blanche occidentale européenne. Et je pense que l'exemple d'Alain de Benoît, il est important parce qu'il montre comment est-ce que le discours des anti-lumières s'est reconfiguré pour passer beaucoup mieux aujourd'hui, pour passer pour beaucoup plus subversif. C'est-à-dire que Alain de Benoît critique la colonisation, mais c'est pour critiquer aujourd'hui ce que les théoriciens d'extrême droite appellent le grand remplacement. C'est-à-dire, en fait, c'est pour critiquer les migrants aujourd'hui. Tout à fait. Il critique la colonisation hier. Il va critiquer la domination américano-sioniste, en fait, pour reconduire son vieil antisémitisme. Il va critiquer les droits de l'homme, soi-disant pour des raisons concrètes, mais en réalité, c'est pour affirmer une identité européenne imperméable, transhistorique, étanche, qui doit refuser tout apport d'autres cultures, etc., etc. Juste sur Alain de Benoît, je voulais juste ajouter 2 éléments, peut-être pour avoir une vision un petit peu plus globale. Ce qui va être aussi fondateur chez Alain de Benoît, c'est la critique du progrès, quand même. C'est-à-dire, il y a une critique du progrès chez Alain de Benoît qui se fait aussi passer pour anti-bourgeoise, pour anti-judéo-chrétienne, parce qu'il fait le lien entre le judéo-chrétien et la bourgeoisie. Donc ça, on le retrouve aussi, faut quand même le savoir chez Marx. Chez Marx, le lien entre l'individu chrétien et l'individu bourgeois est fait régulièrement, et ça questionne aussi ce texte. Mais plus fondamentalement, il y a une critique du progrès qui semble fonder un primitivisme, quand même, chez Alain de Benoît. Une critique du progrès qui fonde une écologie profonde, comme tu disais, qui est un peu une récupération de l'idée de décroissance chez Alain de Benoît. Il a écrit un livre qui s'appelle Demain la décroissance. Demain la décroissance, il a fait en 98, je crois, des interventions avec Serge Latouche, il le connaît bien. Et donc, cette idée d'une critique du développement, d'une critique du progrès au sens bourgeois, semble réhabiliter des formes de primitivisme païen. Donc, primitivisme païen qui revient peut-être en deçà de la civilisation judéo-chrétienne.
Donc tout cela est très cohérent, effectivement. L'antisémitisme peut être très souvent une forme de primitivisme néo-païen. Et surtout, il faut répondre sur ce terrain-là à la notion d'une critique du progrès qui est beaucoup trop univoque et beaucoup trop simpliste chez Alain de Benoît. C'est-à-dire que ce qu'il va appeler progrès, en fait, du point de vue de Guy Debord, par exemple, quand il décrit le mouvement d'accumulation de la valeur, Guy Debord, il dit que c'est en fait l'éternel retour des mêmes quantités de valeur, et donc c'est un progrès purement quantitatif qui exclut tout progrès au sens qualitatif. C'est-à-dire Donc, une rupture révolutionnaire. Une rupture révolutionnaire qualitative. Et cette notion de progrès, si on reconnaît que le développement de la société bourgeoise est le progrès, comme le fait Alain de Benoît, et qu'on critique de ce fait tout progrès, au nom d'un primitivisme, alors on admet les évaluations bourgeoises. Debord n'admet pas les évaluations bourgeoises parce que ce progrès bourgeois n'est pas en fait un progrès, mais n'est que le retour des mêmes quantités de valeurs abstraites qui va se dérouler sur fond de révolution technique constante, certes, mais toujours au nom des mêmes évaluations abstraites qui, elles, ne progressent pas. C'est le spectacle qui ne se couche jamais sur l'empire de la passivité moderne de la valeur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va être toujours le même, les mêmes évaluations, le même monde unidimensionnel, pour reprendre Marcuse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun progrès en fait dans la société bourgeoise. Il n'y a aucun progrès. Donc le fait que Alain de Benoît associe tout progrès à la société bourgeoise et fonde son primitivisme là-dessus, fait que lui-même s'approprie les évaluations bourgeoises, reconnaît qu'elles sont justes, et finalement, lui aussi a une idéologie bourgeoise, par excellence. Parce que le développement de la société bourgeoise, c'est le contraire du progrès. Donc ça, faut le dire contre Alain de Benoît, et rappeler donc, avec un certain Marx radical, que tout ce qu'il y a derrière nous aujourd'hui appartient plus à une forme préhistorique de division naturelle du travail, de barbarie, et donc quelque chose qui n'est pas conscient, une façon non consciente de produire, et que il ne s'agit en rien de se référer à quelque chose qui serait antérieur, qui serait par-delà le progrès, parce que derrière nous, il n'y a que des formes patriarcales, des formes d'inconscience, et se projeter dans un horizon révolutionnaire, c'est considérer qu'on veut enfin entrer dans l'histoire. Donc c'est être progressiste au sens très paradoxal de chercher une rupture qualitative révolutionnaire qui exclut tout progrès bourgeois, qui exclut tout primitivisme, et qui exclut toute dérive réactionnaire par de la lumière et anti-lumière. C'est ça, justement, le thème de notre émission. Donc du coup, ce qui va être très problématique aussi, finalement, chez Alain de Benoît, ça va être le fait qu'il s'approprie, finalement, les valeurs des Lumières dans son mouvement soi-disant anti-lumière. Un exemple pour le dire, c'est que tout simplement, il veut défendre l'identité blanche occidentale. C'est exactement ce que fait l'universel abstrait des Lumières. C'est-à-dire l'universel abstrait des Lumières, c'est un particularisme occidental européen qui va se faire passer fallacieusement pour l'humanité en général, pour avoir un projet de domination idéologique et matérielle. Et bah finalement, l'ethnodifférentialisme de Benoît, qui veut protéger l'identité occidentale blanche, a exactement les mêmes effets politiques et matériels que cet universalisme formel des Lumières. Parce que l'universalisme formel des Lumières est aussi un particularisme qui se fait passer idéologiquement pour universalisme. Donc du coup, dans les effets politiques concrets, Alain de Benoît, par exemple, va défendre l'OAS ou l'Algérie française. Un représentant des Lumières cynique et instrumentalisant l'idée d'universalité pourrait faire exactement la même chose et pourrait tout à fait être un colonisateur. Donc, finalement, Lumière capitaliste, cynique et instrumentalisé et anti-lumière réactionnaire d'Alain de Benoît, c'est les mêmes effets politiques et c'est finalement des frères jumeaux. Ouais, c'est exactement ça, je pense qu'il faut dire, c'est que les lumières et les anti-lumières, sont liés comme des jumeaux, effectivement, l'un est l'envers de l'autre, et donc effectivement, je pense que c'est central. Là, je vais essayer maintenant de faire, maintenant on a dit en gros quelles étaient les figures contemporaines, voilà, des lumières et des anti-lumières, de faire une espèce de présentation un peu générale, quelles sont les caractéristiques générales des lumières capitalistes et des anti-lumières réactionnaires, pour que on saisisse encore mieux ce dont il s'agit. Mais déjà, avec la présentation d'Alain de Benoît, on a déjà vu quelles sont les quelques caractéristiques des anti-lumières réactionnaires. Alors, si on donne une définition, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que historiquement, les Lumières ont plutôt défendu, métaphoriquement, là, on voit que c'est toujours l'un et l'envers de l'autre. C'est que les Lumières, par exemple, affirment le jour et les anti-lumières vont affirmer la nuit. Et ce, dès le début du 19e siècle. Donc bon, au-delà de cette boutade, il y a toujours... les lumières et les anti-lumières sont toujours...
ce sont des contraires, mais qui font partie de la même forme capitaliste. Oui, et d'ailleurs, le jour, je fais juste une remarque, le jour et la nuit, c'est aussi le masculin et le féminin qui sont réifiés, essentialisés. C'est-à-dire, les romantiques anti-lumière vont essayer de réhabiliter des formes des formes féminines, en fait, d'irrationalité, qui vont s'opposer à la rationalité instrumentale des lumières, mais en fait, en supposant que le féminin serait assigné justement à cette forme irrationnelle, et en valorisant cette forme d'émotivité, on va être tout à fait dans des évaluations patriarcales. Donc cette binarité, effectivement, montre en fait l'indissociabilité de ces deux frères jumeaux. Oui. Je sais pas si tu voulais en parler, excuse-moi si je... Non, mais c'est pas grave. C'est juste une remarque qui est intéressante. Non, cette idée du féminin. Voilà. Oui, bien sûr, il y a toujours... En fait, les anti-lumières et les lumières, c'est toujours affirmer un pôle d'une même dualité. Donc, de manière générale, les lumières, c'est une exhortation qui peut être idéale ou qui peut être réelle lorsque des individus ou des groupes se réclamant des lumières sont au pouvoir. Eux, ils vont plutôt exhorter les structures abstraites, entre guillemets, donc par exemple l'argent ou le capital, universelles, donc les structures déracinées, le capital mondial, le capital global, l'OMC, etc., etc. Les structures dynamiques du capitalisme, donc ça va être la croissance, ça va être le bouleversement constant des sociétés, avec toujours une adhésion à la nouvelle phase du capitalisme, et en traitant les autres du coup de vieux réactionnaires, voilà, qui sont contre le changement, etc., etc. Donc les lumières, voilà, c'est un appui à une partie des structures capitalistes, les structures abstraites, les structures universelles, les structures dynamiques du capitalisme, ce qui fait que par exemple ils vont soutenir l'État comme structure impersonnelle, le droit, le marché, le capital global, etc. Les anti-lumières, au contraire, hein, en allemand on dit Gegenaufklärung, bon je ne prononce pas très bien. Aufklärung. C'est un concept qui a été inventé semble-t-il, par Nietzsche. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Gif Sternel, un historien israélien qui a écrit un livre sur les anti-lumières. En gros, ce serait un concept voilà, qui proviendrait de la fin du 19e siècle. Et du coup, qu'est-ce que c'est que les anti-lumières ? Eh bien, c'est exactement l'envers de cette exhortation. C'est l'exhortation des structures concrètes du capitalisme. Donc, ça va être l'industrie, la terre productrice de marchandises, etc., etc. Les structures particulières, enracinées, donc le capital agricole, le capital industriel, qui ne peut pas être partout. Les structures statiques, donc ça va être la famille, la nation, toutes des structures qui ne bougent pas trop, contrairement aux formes dynamiques, le capital global, la révolution constante des moyens de production, etc., etc. Et des structures qui vont être conçues comme complètement naturelles. C'est-à-dire, la vision des anti-lumières, c'est un point de vue fétichiste, fixiste. C'est-à-dire qu'ils considèrent que toutes ces structures, la famille, la nation, la race, etc., etc., ce sont des entités transhistoriques qui ont toujours existé sous leur forme actuelle. Alors qu'on sait bien que la famille telle qu'elle existe aujourd'hui est une création du 19e siècle, la femme au foyer, tout ça, c'est une création du 19e siècle, qu'on va projeter dans d'autres sociétés, mais ces autres sociétés ne fonctionnaient pas comme ça. On va projeter la nation, alors que la nation, c'est une création de l'État moderne national qui homogénéise les populations qu'il domine de manière une homogénéisation linguistique, une homogénéisation culturelle, etc., etc., ce qui fait que ça va créer une espèce de nation. Et ce qui fait qu'en fait, donc du coup, on comprend pourquoi est-ce que les anti-lumières sont antisémites structurellement. Parce que les juifs vont être la personnification du côté abstrait, universel et dynamique du capitalisme. Donc c'est pour ça que les anti-lumières sont structurellement antisémites. Voilà. Et donc du coup, les anti-lumières vont elles plutôt exhorter, non pas comme les lumières, l'État comme structure impersonnelle, le droit, le marché, le capital, mais plutôt les autres pôles qui sont tout aussi nécessaires du capitalisme et qui sont tout aussi capitalistes,
même s'ils ont l'air plus naturels. La nation et son état, une espèce d'état organique, la race, le peuple, la famille, le travail, etc., etc. Et alors, bon, évidemment, là, ce que j'ai fait, donc en fait, les lumières et les antilumières, je les ai présentés un peu comme des miroirs. Mais ça fonctionne comme des miroirs. C'est des défenses de structures capitalistes, mais les lumières vont défendre plutôt un côté ou certaines structures capitalistes, les structures dynamiques, universelles, abstraites, et les antilumières vont plutôt défendre les structures concrètes, particulières et statiques du capitalisme. Alors évidemment, là, il s'agit d'idéotypes. En réalité, il n'y a pas de frontière absolue. Il y a beaucoup, en fait, de mouvements, de courants et de penseurs qui chevauchent cette frontière. On en a parlé, égalité et réconciliation, le fascisme, le nazisme. Tous ces mouvements, en fait, prennent des antilumières et prennent des lumières. En gros, c'est ce qu'on va appeler, avec Jeff Sternel, ceux qui sont le plus entre deux, ça va être ce qu'on va appeler la droite révolutionnaire, le fascisme, etc. etc. Par exemple, pour prendre l'exemple du nazisme, même s'il va avoir une idéologie plutôt anti-lumière, en fait, il va exhorter le progrès industriel pour réaliser ses objectifs militaires, une fois au pouvoir. Et à l'inverse, la Troisième République qu'on pourrait prendre du côté des Lumières, en fait, elle a un discours anti-lumière qui est nationaliste, qui est revanchard et qui est belliciste pour vaincre l'Allemagne. Et donc, en fait, ce qui fait que de manière générale, comme c'est difficile de simplement, disons, d'avoir le pouvoir, de rester au pouvoir dans le capitalisme avec simplement une action anti-lumière, en réalité, les anti-lumières pures sont très minoritaires. C'est les mouvements ultra-réactionnaires, royalistes, monarchistes, etc., etc. Daesh, par exemple, est aussi un mixte entre lumière et anti-lumière. Voilà, il y a des choses qu'ils ne rejettent pas de la modernité. Et en fait, il n'y a que des penseurs vraiment purs comme Heidegger qui vont tomber uniquement dans les anti-lumières, qui ne vont pas en projeter l'industrie. D'où la tension, par exemple, entre Heidegger et les nazis sur le fait que... Je suis pas trop d'accord. Il y a, sur la question du Geist, par exemple, il y a Derrida qui a montré qu'il y avait encore un humanisme chez Heidegger qui fondait justement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire un aller-retour entre une idéologie très souterraine qui sera subtilement favorable aux Lumières, et c'est peut-être le post-kantisme de Heidegger, et un anti-lumière, un retour à l'être, etc., qui est très visible explicitement, mais c'est dans cette tension-là que nous dit justement Derrida que se situe voilà, un mariage très dangereux entre national-socialisme et démocratie de masse dans la modernité. C'est passionnant ce que tu dis. Justement, oui, sur c'est cette vrai, question-là, sur la effectivement. question de Heidegger, se joue quelque chose, nous dit Derrida, de tragique pour notre modernité. C'est justement l'héritage impensé d'une forme d'humanisme chez Heidegger et qui reste à penser. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est à ce niveau-là que se situe quelque chose que tu es en train d'exprimer qui est décisif à penser. C'est quel est l'héritage humaniste impensé de Heidegger. Voilà, excuse-moi Non, mais effectivement, je pense que c'est important. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu nous dis, c'est que même Heidegger n'est pas un anti-lumière pur. Et je pense que tous ces mouvements-là, en fait, sont entre ces deux mouvements. C'est-à-dire aussi entre le féminin, le masculin, l'idée patriarcale de la famille, le droit formel. C'est-à-dire ces deux choses qui se complètent. Ce serait pas pour dire comme toi qu'il y a une typologie en trois, mais qu'il y a un seul et même mouvement qui est aussi de l'un à l'autre. C'est-à-dire c'est ça, bien sûr. Qui est aussi historiquement, qui est aussi continuellement. Voilà, entre eux, un héritage. Voilà, je pense qu'avec Alain de Benoît, on a montré que c'était le cas. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais j'ai un petit désaccord là-dessus. En fait, j'allais y venir parce que justement, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, les mouvements et idéologies dominantes du capitalisme depuis 2 siècles, en fait, c'est un mixte de compositions variables, certes, mais toujours qui comprend les deux éléments entre les lumières et les anti-lumières. Voilà. Et c'est de l'opportunisme aussi, je pense. Bien sûr. Par opportunisme, on va défendre des positions universelles abstraites à un moment donné, ou des positions particularistes à un autre moment donné, pour des questions stratégiques peut-être aussi. Bien sûr, oui. Stratégiquement, le Geist chez Heidegger, il est là aussi pour fonder un retour de l'humanisme, éventuellement pour se désolidariser d'avec son nazisme. Mais on voit qu'en fait, c'est peut-être une prolongation de ce nazisme. Voilà. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, c'est là qu'on voit que le capitalisme, en fonction des contextes dans lesquels il opère, va plutôt avoir un discours anti-lumière ou plutôt un discours
Lumière. Alors, à grands traits, ce que je dirais, c'est que globalement, dans les phases d'expansion du capitalisme, il y a plutôt un discours qui est tiré de l'idéologie des Lumières, voilà, parce qu'il y a un progrès capitaliste avec la croissance économique, une expansion mondiale du capital, donc une forme d'universalisme abstrait, un libre-échange généralisé, donc une forme de cosmopolitisme capitaliste, alors que par contre, donc là par exemple, typiquement, c'est les 30 Glorieuses. Des années 1945 aux années 70, l'extrême droite, globalement, a été relativement faible, même quand quelqu'un comme De Gaulle, qui avait des aspects très anti-lumière à un niveau idéologique, dans sa pratique, était plutôt quelqu'un de lumière. À l'inverse, par contre, dans les phases de crise du capitalisme, dans les années 20 et dans les années 30, par exemple, et aujourd'hui aussi, avec les tensions interétatiques, là, il va y avoir un discours qui va plutôt tirer sur l'idéologie anti-lumière. On va parler de décadence, c'est une grande idée de l'extrême droite et des anti-lumières. La décadence, donc décadence qui est liée aussi à la récession économique. Il y a la rétractation du capitalisme sur une base plutôt nationale et protectionniste, ou au moins une envie que le capitalisme retourne sur une base nationale et protectionniste en cas de crise, et du coup ce qui va donner une espèce de fondement un peu objectif, un retour du nationalisme et tout ça. Oui, c'est ce que dit aussi Marine Le Pen dans sa conférence sur le Brexit, quand elle dit que la finance internationale devient de plus en plus menaçante, avec le thème voilà, un thème souterrain d'un antisémitisme structurel, dans la mesure où on associe la finance et les juifs. On a aussi Frédéric Lordon qui, voilà, à gauche, sans antisémitisme bien sûr, réhabilite des formes de national-étatisme. On a aussi le protectionnisme mélenchonien qui revient en force. On a même voilà, une idéologie traditionnellement universaliste de gauche qui, par opportunisme économique, se mue en nationalisme et en protectionnisme. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça revient en force tout ça. Ouais, Et, parce qu'on est en phase de crise. Et on est en phase de crise, c'est lié à ça, bien évidemment. Oui, le retour aussi de gens comme Alain de Benoist et tout ça qui avait un peu disparu de la scène. Voilà, ils reprennent du crédit. Le danger, c'est quand voilà, des mesures économiques veulent en plus s'associer à une idéologie culturaliste. C'est-à-dire, évidemment que Frédéric Lordon n'est pas Alain de Benoist. Mais le problème, c'est quand on va essayer de justifier des réformes protectionnistes ou national-étatistes en mobilisant une idéologie culturaliste. Et voilà, c'est-à-dire, c'est ce qui arrive dans le pire des cas, ça me paraît de ça le danger aussi. Oui, bien sûr. C'est que de la conception, disons, évidemment, la conception de la nation de la gauche et de la droite n'est pas la même. Rien à voir, bien sûr, il ne faut pas sombrer dans le confusionnisme. Mais par contre, il y a évidemment forcément il y a un point de passage puisque forcément les deux concepts sont le même, quoi. Ouais. Et du coup, après, ce que j'ai dit par rapport au niveau général, c'est que ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'en fait, il peut y aussi y avoir des discours, et c'est par exemple l'exemple de l'Allemagne des années 1880-1890, il y a une forte montée des discours anti-lumière. C'est à ce moment-là que Nietzsche invente le concept. Et c'est là qu'il y a toute l'idéologie nationaliste, pan-germaniste, volkisch, dont je vais parler tout à l'heure, qui se développe en réaction justement au bouleversement des structures concrètes, particulières et statiques du capitalisme. Donc vers un déclin de l'autorité paternelle, la destruction de la paysannerie, la financiarisation et tout ça. Mais, certes, c'est une réaction. Donc ça veut dire que les discours anti-lumière peuvent se développer évidemment en phase de développement capitaliste, de croissance capitaliste. Puisque forcément, elles voient que les structures auxquelles elles sont attachées sont bouleversées. C'est pour ça que par exemple la manif pour tous, certes arrive en pleine vague, effectivement, néolibérale et aussi avec le mariage pour tous, qui est un peu le seul truc qui pourrait être mis au crédit du quinquennat de François Hollande. Et du coup, comme il y a un bouleversement de ces structures concrètes, elles vont réagir. Mais elles ont un écho, ces discours anti-lumière ne vont avoir un écho que lorsqu'il va y avoir une crise. C'est-à-dire, en Allemagne, certes, ça a un certain écho avant 1914, mais ça a surtout un gros écho dans les années 20 et 30, où l'Allemagne a été vaincue militairement, où il subit une crise économique de plein fouet, etc., etc. Et là, ces discours-là vont déferler. Voilà, donc ce qui fait que c'est un peu plus compliqué que simplement phase d'expansion, phase de crise. En réalité, les deux s'interpénètrent en fait. Oui, en plus tu parles de crise. Ce qui est intéressant de voir, c'est que d'un point de vue économique par exemple, pour relancer l'économie en phase de crise,
on remet souvent au goût du jour les idées keynésiennes ou les idées de protectionnisme, et c'est l'idée de relance de l'économie. Donc c'est pas l'idée d'abolition de l'économie, donc d'abolition du paradigme qui est défendu, voilà, matériellement par l'idéologie des Lumières, mais au contraire la relance de ce paradigme. Donc le discours anti-Lumière se fait au profit d'un mouvement matériel qui lui-même a émergé avec les Lumières. Donc on voit aussi Oui, clairement, c'est pas un discours anti-économique, c'est Non. un discours de dépassement de l'économie. C'est un discours de protection de l'économie sur un mode différencié. Et donc c'est un discours de protection de ce qu'a fait émerger le mouvement des Lumières en tant que tel. Après le protectionnisme, en gros, on pourrait dire que c'est un phénomène un peu bâtard, c'est-à-dire que à la fois il est lumière parce qu'il vise à une relance industrielle et économique, en fait, même, Oui, c'est ce que tu dis depuis même tout les à l'heure, nazis, ouais. et d'un autre côté, parfois, et même tendanciellement, il a aussi un côté anti-lumière, dans le sens où ça va être la protection de qui? C'est pas une protection gratuite, c'est une protection de la nation, Oui, de mais la au niveau race, économique, etc. ça ne remet pas en cause le libre-échange Ah non, mondial. pas du tout, C'est-à-dire le protectionnisme est toujours très relatif. c'est ça. Il se C'est concentre le sur libre-échange certains à secteurs. l'intérieur de la Donc nation. même l'idée de mondialisme abstrait que critiquent les anti-lumières, en fait, est protégée par le mouvement des anti-lumières, parce que le protectionnisme national n'est pas du tout l'abolition du libre-échange ou de la division internationale du travail. Non, Bien au contraire, c'est une nouvelle modalité de ce mondialisme abstrait. c'est C'est ça, ça bien que je sûr. veux dire aussi, c'est que Oui, bien sûr, t'as raison. le mouvement anti-lumière vient consolider, voilà, même un mondialisme abstrait, parce que le protectionnisme tout relatif qui va se concentrer sur des secteurs clés n'abolit absolument pas le libre-échange, il le régule différemment. Oui, oui. Par la protection des centres impérialistes, par exemple. Après, il peut y avoir des cas limites où, par exemple, dans l'Allemagne nazie, il y avait une rupture presque au début, avec une économie complètement autarcique, donc qui est sortie un peu de la division internationale du travail. Mais après, d'un autre côté, c'était un moment temporaire, et en fait, finalement, après, avec les conquêtes militaires, ils sont revenus dans une division internationale du travail, qui était assez trash, on va pas revenir dessus. Mais effectivement, c'est vrai que parfois, un discours protectionniste, par exemple, pour prendre l'exemple de l'Angleterre, a eu un discours très protectionniste dans les années 30, ça n'empêchait pas d'effectivement d'exploiter ces périphéries coloniales. Mais là, je pense qu'on est toujours du côté des Lumières, en fait. Je pense que le protectionnisme est plutôt du côté des Lumières, c'est que quand c'est l'autarcie, qu'à mon avis. Mais après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que à l'intérieur de cet espace, par exemple à l'intérieur de cette nation, même si on est sur un capitalisme complètement autarcique, la nation reste elle-même une division du travail. Il y a aussi une forme de Oui, division c'est ce du que travail. C'est ce que dit Marx à propos du protectionnisme aussi. Marx dit, entre protectionnisme et libre-échange, c'est la peste ou le choléra. Et le protectionnisme, c'est voilà la protection de la bourgeoisie nationale, mais c'est absolument pas l'abolition Non. voilà, des rapports capitalistes. Donc le problème, c'est qu'un protectionniste qui se fait passer pour anti-lumière et anticapitaliste, alors qu'il n'est aussi qu'un alter-capitalisme. C'est ça. Et donc de ce fait, qui va faire progresser, qui va faire progresser cette idée de progrès quantitatif dont on parlait tout à l'heure, sans l'abolir. Voilà. Et je crois que c'est au niveau économique, c'est voilà l'indissociabilité de formes protectionnisme et d'un libre-échange mondial maintenu qui fonde l'indissociabilité en lumière et anti-lumière aussi, au niveau économique, c'est ce qu'on dit. Et dans les deux cas, peut-être qu'il y a aussi un antisémitisme structurel, parce que même dans les Lumières, même dans l'universalisme abstrait, fondé aussi par Kant, et Kant était un grand antisémite quand même, il y a, voilà, on va être en concurrence avec une autre forme d'universalité messianique, qui va être l'universalité juive, et donc on va devoir aussi promouvoir des formes antisémites. C'est important de le dire aussi. Oui, c'est vrai pas que les qu'effectivement. anti-lumières qui sont antisémites. Oui, bien Quand sûr. le grand représentant de l'universel bourgeois, un des grands représentants, va être aussi très antisémite, et là parce qu'il y a une concurrence entre deux formes de messianisme. Entre deux universels, Voilà, évidemment. donc c'est important de le dire aussi. Non, non, effectivement, tu as raison, effectivement, de dire. Évidemment, il ne s'agit pas ici de dire. Enfin, c'est pas une défense des Lumières, c'est simplement, on essaye de penser le fait que les Lumières et les anti-Lumières sont un couple de duo à l'intérieur de l'idéologie capitaliste. En fait, on peut dire que c'est les deux faces de l'idéologie capitaliste. Et donc, évidemment, il faut surtout pas prendre position pour une des deux, pour une face ou une autre de l'idéologie capitaliste, mais plutôt aller au-delà de l'idéologie capitaliste. Et d'ailleurs, il y a pour prendre un exemple limite, pour vraiment faire bien comprendre qu'on n'est ici pas du tout dans une défense des Lumières, on pourrait prendre le cas de l'URSS. Les Lumières, l'URSS, c'est quasiment pas, c'est quasiment et clairement du côté des Lumières, puisque même si sous Staline il y a eu un petit retour du nationalisme, du traditionnalisme familial et tout ça, mais globalement ce qui l'emporte en URSS au niveau de l'idéologie de la pratique,
c'est l'exhortation du progrès industriel, c'est la quantification de tout, c'est la croyance en des lois du progrès et de l'histoire, et c'est d'ailleurs aussi un moyen de rappeler avec l'URSS que les Lumières, elles peuvent être libérales comme étatistes, elles peuvent être aussi des formes de privation de liberté, on peut priver de sa liberté, même priver de sa vie au nom de la raison. Et donc, il s'agit surtout pas ici de faire une défense des Lumières, mais plutôt, et là on va arriver sur cette partie-là de l'émission, de promouvoir un rapport qui soit dialectique aux Lumières, c'est-à-dire de critiquer radicalement les Lumières, mais sans tomber dans l'anti-lumière, mais plutôt de dépasser, d'aller au-delà des Lumières et des anti-lumières, et c'est à mon avis un des grands enseignements qu'on peut tirer de Marx, aussi de la critique de la valeur, je vais en parler. Donc, est-ce que, vas-y Benoît, tu peux parler de ça ? Moi, j'aurais quand même juste rapidement une remarque. Quand tu dis les Lumières, on va pas défendre les Lumières parce que la Russie, à ce moment-là, c'est l'URSS, c'est de la lumière. Je trouve que tu caricatures les Lumières et surtout c'est une approche téléologique de croire que déjà dans la tête de Kant, il y avait toute la modernité capitaliste qui était comprise. C'est-à-dire qu'on ne va pas accuser les penseurs des Lumières. C'est une démarche idéaliste de croire que c'est des philosophes qui auraient provoqué des structures matérielles, industrielles, etc. Donc je pense que plutôt c'est une instrumentalisation d'une idéologie qui au départ est peut-être indifférenciée, indéterminée, et essayer de voir que cette idéologie est complexe plutôt que de dire c'est justement en ne caricaturant pas les Lumières, en ne disant pas ça c'est les Lumières, ça c'est l'anti-lumière, mais en pensant à la complexité des Lumières qu'on peut dépasser. C'est une partie des Lumières, disons. C'est une partie bien sûr, et évidemment que Kant, même dans le texte de Kant, il y a aussi des propositions qui sont universelles, abstraites, et qui permettent une récupération par la société bourgeoise. Mais il y a aussi un rapport de Kant à la Révolution française qui est très complexe. C'est pas un rapport de Kant immédiatement à la domination bourgeoise. La Révolution française elle-même, elle est complexe dans son émergence. C'est pas immédiatement, téléologiquement, une révolution bourgeoise. Donc dire ça, ce serait aussi mutiler un petit peu la question des Lumières. Et je pense que pour pouvoir faire ce que tu dis, justement, dialectiquement, dépasser lumière ou anti-lumière, essayer d'avoir déjà une approche plus complexe des Lumières. Ne pas dire lumière et industrie, c'est identique. Dire qu'il y a un rapport complexe, et dialectique à ça. Voilà, je veux juste dire ça. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Effectivement, même si là, on a renvoyé dos à dos lumière et anti-lumière, on pense qu'on ne peut rien faire de bon des anti-lumières, que les anti-lumières appartiennent à la préhistoire de l'humanité et qu'elles doivent être radicalement combattues, alors qu'on pense que, même si on ne peut pas vraiment récupérer les lumières, on peut, à partir des lumières, aller au-delà d'elles, globalement. Et je pense que c'est un petit peu le geste de Marx dont tu vas parler. Tout à fait. Et surtout, de façon générale, c'est ce que je pourrais reprocher à une certaine forme de décroissance, puisqu'on parlait de décroissance comme anti-lumière avec Alain de Benoist. Quand on a un système qui dit blanc, quand on dit noir, alors on est toujours dans les oppositions qui nous sont imposées par ce système. Il faut, quand un système dit blanc et qu'on veut le condamner, il faut ne surtout pas énoncer une couleur, mais faire une proposition qu'on appelle transmutation. C'est-à-dire c'est pas une pure inversion de ce système en croissance vers la décroissance, mais c'est une transmutation par-delà croissance et décroissance, par-delà productivisme et quantification qui reconnaît qu'il y a de moins en moins de biens produits, parce que logiquement ce serait ça la décroissance, par-delà les évaluations qui nous sont opposées par le système. On va pas dire non quand on nous dit oui, on va proposer quelque chose qui se situe sur un autre terrain. Je pense que c'est effectivement la base de toute l'approche de l'émission. Et comme ça, on n'est pas soumis à l'ordre qu'on dénonce. C'est ça. On est soumis à l'ordre qu'on dénonce. On ne choisit pas un camp. Et simplement à cette chose-là. Et c'est l'idée de la transmutation, c'est-à-dire d'être pas dans la pure inversion, de la pure opposition, parce qu'on reconnaît que finalement le système a la préséance dans la détermination des valeurs, mais au contraire, on va transmuter en faisant des propositions différentes. Voilà, donc je pense que c'est très important de dire ça, puisque je pense que globalement, c'est la démarche générale de l'émission, et même c'est ce qu'on appelle parfois un peu rapidement dialectique, c'est-à-dire le fait qu'on refuse de penser dans les alternatives binaires qui sont proposées aujourd'hui, keynésianisme, néolibéralisme, État-marché, en montrant que en fait ce sont les deux faces d'une même pièce capitaliste et qui font donc aller au-delà de toutes ces oppositions binaires, donc aussi des lumières et des anti-lumières. Là on en traite une qui en regroupe beaucoup entre l'universalisme et le particularisme et tout ça. On pense qu'il faut balancer, aller au-delà de toutes ces alternatives binaires, et c'est là où on prétend aussi aller beaucoup plus loin,
que des gens qui se font passer pour des subversifs comme Francis Cousin, qui en réalité ne sont là que dans une opposition binaire, choisir le pôle inverse de celui du pôle des Lumières, quoi. Et donc, est-ce que tu pourrais parler justement de premier peut-être qui a eu un rapport dialectique aux Lumières, qui a tenté d'aller un peu au-delà des Lumières, même s'il a eu beaucoup de mal, Marx? Oui, tout à fait. Marx, je pense pas qu'il y a une intention vraiment précise par rapport à la nécessité de dialectiser les Lumières, mais peut-être qu'on peut le lire un petit peu dans l'orientation, par exemple, internationaliste qu'il propose souvent. Donc, très rapidement, dans la question juive, Marx il va critiquer radicalement les droits de l'homme, effectivement. Chose que récupère Alain de Benoît, qu'on l'a vu. Et Alain de Benoît, il fait ça, il fait le lien avec la généalogie de la morale. Donc, on va essayer d'orienter la lecture de la question juive de Marx de façon pas du tout nietzschéenne, en précisant déjà que moi je trouve qu'il y a un antisémitisme ou un antijudaïsme de Marx très très problématique dans la question juive, qui rend très difficile sa lecture aujourd'hui. Moi je me dissocie complètement de ce Marx-là, quand il dit que voilà, le culte de l'argent, le culte profane en fait des juifs, c'est l'argent. Quand il dit le juif, déjà, pour parler du judaïsme, il y a des éléments d'antisémitisme métaphysique qui sont problématiques. Je pense qu'il est encore dans une critique tronquée du capitalisme et dans l'antisémitisme structurel. Voilà, une critique de la finance, etc. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment mettre de côté ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même, dans cette question juive, une critique des droits de l'homme, du formalisme des droits de l'homme, qui reste intéressante, qu'il faut dissocier complètement de la question juive que traite Marx dans ce contexte-là. Et est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire en considérant, par exemple, qu'il va critiquer Kant ou Hegel sur ces questions-là, et qui critique donc aussi des grands antisémites. Et des grands antisémites dont l'universel abstrait, ou dont l'universalité formelle, du point de vue hegelien, n'est pas étranger justement à cet antisémitisme-là. Donc il y a un Marx de la question juive qui pourrait paradoxalement critiquer deux grands antisémites sur la question de leur universalité formelle. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de quand même cibler cette question-là chez Marx de la critique des droits de l'homme. Donc, on la dissociation complètement de ce qu'il dit sur la question juive. Et qu'est-ce qu'il dit, tout simplement? Il dit que voilà, les droits de l'homme, c'est sur le papier très joli, égalité, liberté. Mais dans la réalité, ces notions d'égalité et de liberté vont promouvoir en fait des formes d'exploitation qui sont le contraire de l'égalité. À la rigueur, vont promouvoir de l'égalité dans la circulation des marchandises, c'est-à-dire que pour tout le monde c'est le même prix, mais cette égalité dans la circulation suppose une exploitation réelle dans la production. Donc c'est une égalité qui est une idée instrumentalisée pour permettre l'exploitation. Donc c'est l'égalité qui est mise en façade par un système politique par exemple, ou juridique, pour promouvoir dans la réalité et pour faire accepter dans la réalité l'exploitation réelle. C'est le rôle même de l'idéologie. Et la liberté, ça va être, nous dit Marx, la liberté de l'individu égoïste replié sur lui-même bourgeois et avec sa propriété privée et privative, qui est le contraire du partage sur un espace commun au public, qui est le contraire de la liberté du citoyen. Il va opposer l'individu naturel bourgeois au citoyen, quand même, Marx, il y a un citoyennisme paradoxal de Marx, quand même, et ce citoyen, en fait, il va être complètement ramené à des conditions naturelles bourgeoises ou à des conditions de propriété. Du point de vue du travailleur ou de la travailleuse, ça va être la propriété de sa force de travail. Donc, égalité et liberté, dans les droits de l'homme, qui sont devenus des droits de l'homme bourgeois, sont en fait des idées très jolies sur le papier qui vont être instrumentalisées pour produire le contraire dans la réalité. C'est exactement le rôle de l'idéologie bourgeoise, et c'est ça le propre de l'universel abstrait. On parle de l'égalité pour tous en général, pour l'humanité en général, de la liberté pour l'humanité en général, mais qui dans les faits ne sera que l'égalité entre certains, qui permet l'inégalité globale, et la liberté d'entreprendre pour certains, qui permet voilà, l'exploitation et l'aliénation globale. À la rigueur, la liberté de vendre sa force de travail, mais cette liberté, nous dit Marx, c'est plutôt une contrainte, parce que si on ne fait pas ce geste, alors on peut même crever de faim. Donc l'idée, c'est que cette liberté, cette égalité, produisent le contraire dans la réalité. L'idée, c'est qu'à partir de là, est-ce qu'il faut dire avec Marx que puisque la liberté et l'égalité formelle bourgeoise sont à condamner, alors il faut défendre exactement le contraire dans la réalité. Est-ce qu'il faut défendre des formes de hiérarchie? Est-ce qu'il faut défendre des formes... Voilà, des formes de... Et puisque l'universel, la liberté et l'égalité sont instrumentalisées par la bourgeoisie, est-ce qu'il faut prôner le particularisme, la hiérarchie
et l'obéissance à l'ordre. C'est ce que nous dit Alain de Benoît, par exemple. Exactement. Mais nous, on dit, justement, par-delà lumière et anti-lumière, il faut justement condamner le fait que ces idées, liberté, égalité, universalité, produisent le contraire dans la réalité, mais qu'il va falloir éventuellement lutter pour, dans la réalité, ne pas faire de ces idées des simples instruments idéologiques, mais réaliser ce qu'elles désignent intrinsèquement. C'est-à-dire une universalité concrète qui harmonise le communal et le cosmopolitique éventuellement, une liberté réelle, à la fois éventuellement citoyenne et à la fois dans l'activité créatrice, et une égalité réelle entre les hommes et les femmes qui suppose voilà, des formes, qui suppose l'abolition de formes de médiation sociale qui sont aliénantes. Voilà. Donc avec Marx, on va pas critiquer l'égalité en général, l'universalité en général, ou la liberté en général, mais on va critiquer leur instrumentalisation qui produisent... Ou leur forme capitaliste. Disons. Voilà, leur forme capitaliste, pour tenter, dialectiquement, de réaliser ce que désigne leur réalité. Donc, d'un certain point de vue, Marx est un héritier des Lumières, apparemment, parce que ce que Kant aura dit, par exemple, concernant la moralité, etc., on a l'impression qu'il pourrait vouloir le réaliser. Mais en fait, c'est plutôt un critique radical des Lumières, parce que les Lumières n'auront fait que formuler ces idées, pour rendre possible leur instrumentalisation produisant le contraire de ce qu'elle désigne. Donc c'est un anti-lumière radical qui, pour cette raison même, doit réaliser, promeut la réalisation dans la réalité de ce que les Lumières se sont contentées de simplement formuler formellement, idéalement et philosophiquement. Et c'est ça, la réalisation de la philosophie dans l'histoire. C'est ça, quand Marx dit il ne s'agit plus d'interpréter différemment le monde, mais de le transformer. Il dit aussi transformer le monde pour produire une universalité concrète réelle, une liberté réelle, cosmopolitique et communale, et en la fois une égalité réelle. Donc on ne va pas revenir avec Marx à des formes de hiérarchie particulariste. Alain de Benoît, c'est une même compréhension totale de l'idée cosmopolitique ou internationaliste de Marx, de l'idée émancipatrice de Marx, par exemple, et tant d'autres anti-lumière. Voilà. Donc c'est par-delà lumière et anti-lumière. Oui, c'est ça en fait. Marx critique les Lumières, la liberté, l'égalité formelle, etc., et l'universalisme, mais en même temps, ce n'est pas au nom il ne le fait pas au nom, comme Alain de Benoît, de leur contraire anti-lumière, c'est-à-dire l'inégalité, l'obéissance et tout ça. D'un autre côté, il n'est pas non plus complètement... Enfin, Marx va rester globalement prisonnier à peu près des Lumières, mais il y a des intuitions qui vont même au-delà des Lumières et des anti-Lumières, dans le sens où, quand il dit il faut réaliser d'une certaine façon les promesses de liberté et d'égalité bourgeoise, c'est déjà d'une manière qui n'est plus tout à fait bourgeoise, puisque par exemple la liberté que Marx veut réaliser, ou l'égalité que Marx veut réaliser, ce n'est pas l'égalité bourgeoise des petits propriétaires de marchandises, mais c'est l'égalité à travers le communisme. Et donc du coup, le communisme libertaire. Et donc du coup, il est finalement, on pourrait dire, c'est un petit peu la complexité de l'émission, c'est-à-dire que Marx, sur beaucoup d'aspects, reste clairement quelqu'un qui veut accomplir les Lumières dans la réalité, mais ça c'est dans un premier temps. C'est-à-dire c'est dans son idée des stades de l'histoire. Il faut d'abord quand même passer par l'époque bourgeoise, qui supprime la féodalité et tout ça. Mais pour lui, c'est qu'un premier temps, et évidemment, le but, c'est le communisme, et le communisme, c'est pas tellement là, c'est pas seulement, ça va au-delà de la réalisation des idéaux des Lumières, c'est plutôt l'idée qu'on va au-delà de l'égalité bourgeoise à travers le communisme libertaire, on va au-delà de la liberté bourgeoise à travers l'auto-organisation, au-delà de l'État et tout ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui, je vois, mais c'est très dangereux ce que je te dis. Là, tu évoques un Marx encore trop téléologique. Tu dis il faut bien passer par la bourgeoisie pour arriver enfin au communisme. Ah non, mais c'est ce que dit Marx. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il dit, mais c'est là-dedans, c'est encore les Lumières. C'est le Marx issu des Lumières qui est extrêmement problématique. C'est le Marx hegelien. Mais au moins, il envisage au moins qu'il y a un deuxième stade. C'est-à-dire, il dit pas seulement qu'il faut réaliser. Je défendais cette idée. Ah non, je défends pas cette idée. Ça, c'est le Marx qui pose aussi vraiment problème. C'est ça. C'est le Marx hegelien qui va faire, en gros, pour comprendre pourquoi il pose problème, il faut voir quelle réfutation apporte Arendt à Hegel, par exemple. En fait, je trouve que l'objection la plus fameuse qui a été faite aux Lumières, c'est Arendt qui va la formuler sur la question de la téléologie,
beaucoup plus fine hein, que de Benoît. Elle dit quelque chose d'élémentaire, c'est-à-dire si on fait des guerres, si on fait des désastres comme le capitalisme par exemple, des moments nécessaires pour arriver à des formes de paix perpétuelle, de façon téléologique, de façon finaliste, alors du coup les individus qui souffrent ne sont plus que des moyens qui permettront voilà la pacification des hommes de l'avenir. Et c'est extrêmement cynique et c'est ce qui a justifié tous les totalitarismes du XXe siècle. Et c'est ce qui fait que les marxismes aujourd'hui, voilà, qui sont encore téléologiques, ne sortent pas de ce logiciel extrêmement dangereux, qui fait des individus des purs pions des moyens pour réaliser voilà quelque chose qui est futur et complètement Ce hypothétique. qui fait qu'à un Donc moment, ça c'est voilà, c'est exactement. Et je pense qu'il faut justement, c'est là où Marx, malgré tout, même s'il a envisagé quelque chose qui irait au-delà même des Lumières et pas seulement leur réalisation dans la réalité, mais au-delà des Lumières, un autre contenu de la liberté et de l'égalité que celle des Lumières, malgré tout, comme tu dis, à cause de sa vision téléologique de l'histoire, à un moment, Engels et Marx, Engels notamment a loué la conquête de l'Algérie, Marx a fait l'apologie de la conquête de l'Inde au début, hein, dans les années 1850 surtout, au début, disons, la période post-manifeste du Parti communiste, il y a eu une apologie du colonialisme de la part de Marx et de Engels parce qu'ils considéraient que c'était une étape nécessaire pour arriver plus loin. Ouais, c'est terrifiant, ouais. Et même, on parlait tout à l'heure, je surenchéris pour dire que ce Marx-là existe, hein, quand même. C'est aussi le Marx qui dit ni protectionnisme, ni libre-échange, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le protectionnisme, c'est une bourgeoisie nationale, le libre-échange, c'est une bourgeoisie internationale, mais dans les deux cas, il y a une même domination. Mais je préfère quand même le libre-échange parce qu'il accroît encore plus la paupérisation, et donc il accélère la révolution. Il y a du cynisme chez Marx, Ouais, parfois qui consiste à vouloir accroître la paupérisation, accroître la misère, pour que mécaniquement, c'est la théorie aussi presque mécanique de la révolution qui est effrayante, que mécaniquement la révolution s'enclenche. Ça, c'est un Marx aussi très issu de Kant, en fait. C'est Kant, hein, le C'est premier à Lumière, penser les choses comme ça, dans l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, où il dit que voilà, il y a une ruse de la nature, ou une ruse à la rigueur de De la l'histoire qui fait non mais c'est déjà la ruse de la raison avant l'heure hein, chez Kant qui fait que mécaniquement les individus par leur antagonisme, par les guerres éventuellement, vont créer des conditions juridiques toujours plus favorables pour la paix. Mais du coup on fait des guerres un moyen, c'est extrêmement cynique. Est-ce qu'aujourd'hui après Auschwitz et après les colonisations on peut dire que la colonisation, Auschwitz, ça a été un moyen, mais que finalement, il a fallu passer par ce moyen. C'est horrible de dire ça. bien sûr. C'est ce qui fait qu'un certain marxisme qui reste téléologique aujourd'hui me paraît horrible. On ne peut pas dire que les individus sont des moyens pour réaliser une paix perpétuelle à la fin de l'histoire, auquel ils ne participent même pas. C'est-à-dire ils ont été sacrifiés. C'est encore très chrétien, justement, comme façon de penser. Donc voilà, c'est... Non, mais c'est là où il faut... Tout à l'heure, je crois que tu défendais ça, mais non, pas du tout. Tu disais, c'est ce Marx-là qui d'ailleurs est très hypothétique. Hein. Ce Marx-là, c'est plutôt une relecture de Marx, je pense, léniniste. Marx est anti-progressiste au sens téléologique très souvent, et dans le Capital, il n'y a plus du tout aucune trace. C'est le manifeste du Parti communiste mal compris, qui peut donner l'illusion qu'il y a une téléologie. Et aussi certains articles, je pense que c'est surtout dans ces articles de presse, notamment pour dans le New York, pour un journal états-unien, où là, évidemment, il fallait être progressiste, et là, il a dit vraiment des choses horribles sur la colonisation de l'Inde et tout ça. Je pense que, disons que Marx est resté globalement, mais c'est normal, il était fils de son époque, il est resté globalement prisonnier des catégories des Lumières. La colonisation, c'est un mal nécessaire, il faut bien apporter la civilisation et tout ça. Mais par contre, contrairement à beaucoup de penseurs des Lumières, il a réussi au moins à envisager théoriquement dans certains de ses écrits un dépassement même des Lumières. Et c'est ça ce qui nous intéresse chez Marx, évidemment, c'est pas son apologie de la colonisation au nom des phases nécessaires de la progression historique. Bien sûr. Et il y a un autre dépassement qui est très intéressant d'un marxien plus tardif, c'est Walter Benjamin, qui va être vraiment, qui va questionner cette question de la téléologie dans le marxisme, pas directement chez Marx, mais dans le marxisme, donc d'un messianisme aussi, qui va être une critique hein, d'une forme de messianisme mal compris, d'un messianisme voilà, qui va devenir allemand hein, dans la modernité, et donc il dira, voilà, la téléologie, il va avoir le même diagnostic que Arendt, à peu près, la téléologie c'est extrêmement dangereux, parce que déjà le moment où on arrive à la fin de l'histoire, c'est souvent le moment du fascisme. C'est-à-dire, le moment où on dit là, on a réalisé l'histoire, c'est quelque chose d'extrêmement mégalomane qui consiste à dire, voilà, on est la société qui a été rendue possible par toutes les souffrances du passé. Donc, il va prôner par rapport à ça,
pour éviter de faire des individus des moyens pour la fin de l'histoire, pour éviter de faire des individus dans la fin de l'histoire, des individus voilà, qui vont commettre des crimes de la terreur pour accélérer encore plus cette fin, et ben il va parler d'un messianique qui s'oppose au messianisme. Et ce messianique, c'est Mark Goldschmidt qui a écrit dessus. Il a écrit une thèse dessus. C'est un spécialiste de Walter Benjamin. C'est une attente sans atteinte. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant en tant que révolutionnaire, je trouve. Une attente sans atteinte, c'est on attend continuellement une société voilà qui serait plus souhaitable dans le futur. Mais sans atteinte, ça veut dire que jamais on ne sera satisfait par les réalisations, même si elles sont révolutionnaires, parce que cette insatisfaction fonde toujours un esprit critique renouvelé et toujours une dynamique de progrès, entre guillemets. Mais on n'est plus dans le progrès indifférencié quantitatif du capitalisme, on est dans un progrès qualitatif qui fait surgir le nouveau en tant que nouveau, ce qui justement occupait aussi Hannah Arendt, dont on parlait tout à l'heure, le nouveau en tant que nouveau. C'est plus la téléologie morbide aussi, qui est celle de Hegel et puis de Heidegger, l'être vers la mort, c'est la naissance, c'est-à-dire la naissance, cette rupture qualitative qui fait entrer l'individu, voilà, éventuellement dans d'autres formes de vie. Voilà, et moi je trouve que c'est intéressant de penser avec Benjamin et Arendt une réfutation radicale aussi de cet aspect des Lumières qui a pu être celui de Marx, c'est l'aspect téléologique, qui nous vient de Kant, de Hegel, qu'un certain Marx éventuellement aura pu promouvoir. Et moi je trouve ça intéressant de poser les questions avec Benjamin d'une idée d'un messianique comme attente sans atteinte. Moi, ça me parle en tant que révolutionnaire qui n'est pas dans une idéologie binaire du grand soir, par exemple, ou de réalisation de l'histoire, d'achèvement de l'histoire. Ça, c'est des idées très dangereuses qui nous sont héritées des Lumières. Oui, je pense que tu as tout à fait raison de souligner ça, parce que là, ça nous renvoie au fait que la conception de la révolution depuis le 19e siècle, et encore aujourd'hui, nous vient des Lumières, et donc la révolution, certes, je pense qu'il faut pas uniquement il faut surtout pas la poser comme transition indéfinie, parce que sinon on rajoute toujours des étapes, le capitalisme d'État, puis le socialisme, machin, c'est comme ça que s'en sont sortis les marxistes-léninistes après 1917 en URSS, et ça a eu des conséquences fâcheuses. Mais il ne faut pas non plus, même s'il y a une rupture révolutionnaire, communisatrice, avec une instauration d'un communisme libertaire, et c'est pour ça que j'aime bien ce concept de communisation, malgré tout, plutôt que en plus au moins disons de celui de communisme libertaire. C'est un processus. C'est parce que c'est un processus, exactement. Et c'est-à-dire que même si à un moment il y a cette rupture révolutionnaire, qu'on espère, que cette rupture révolutionnaire, il ne faut pas qu'elle se pense effectivement comme la fin de l'histoire. Mais évidemment que la première génération ou les premières années, disons, qui vont suivre cette grande rupture, peut-être qui aura lieu dans l'histoire, évidemment, il ne faut surtout pas que les gens de cette période-là se disent « c'est fini, tout est terminé, c'est la fin de l'histoire, le progrès est accompli ». Évidemment surtout que cette rupture ne s'appuie pas sur rien, elle ne fait pas table rase. C'est ça. Cette rupture s'enracine dans les marges de l'histoire. Toi, je sais que tu es sensible aux expériences de communistes libertaires dans l'histoire. C'est pas une rupture pure, c'est-à-dire il faut penser les choses en termes de processus qui s'appuie aussi sur une forme, voilà, de passé quand même révolutionnaire. C'est pas du passé fait de une table certaine rase. révolution française aussi. On peut pas en faire table rase. Il y a une certaine révolution française qui nous parle encore éventuellement. On va pas dire la révolution française c'est bourgeois, c'est complètement à jeter à la poubelle, c'est caricatural de dire ça aujourd'hui, je pense. Oui, il y avait des éléments effectivement qui allaient beaucoup plus loin que la bourgeoisie dans la révolution française. C'est Daniel Guérin qui en parle. Daniel Guérin, tout à fait, on en parlait tout à l'heure. Bourgeois et bras nus, ouais. Et c'est important de dire que c'est pas une pure rupture. L'idéologie aussi du messianisme un petit peu simpliste et téléologique, c'est l'idée que tout est devant nous aussi, que rien n'est derrière nous, qu'il y a une table rase qui est faite historiquement, et que tout ce qui est derrière nous, on disait que tout était préhistorique effectivement tout à l'heure, mais dans au sens de la nouveauté arendtienne, ce qui est nouveau, c'est à chaque fois, chaque possibilité politique d'enclencher des nouveaux processus. Et cette possibilité a déjà été actualisée derrière nous, quand même. Et elle s'enracine dans quelque chose, oui. Et effectivement, il y a une rupture à un moment donné par rapport à l'idée d'une division du travail naturel ou non consciente, par exemple. Et là, il y a une rupture. Mais cette rupture, elle s'appuie, voilà, sur quelque chose qui existe derrière nous. Sinon, on est encore dans cette pensée extatique, complètement romantique, justement, l'attente du grand soir, l'attente du grand du grand bouleversement. Et on est quasiment sur le royaume de Dieu sur terre. Voilà, on est encore trop dans le messianisme, pas dans le messianisme. Dans un messianisme mal pensé
qui est binaire. En fait, tout ce qui est binaire, on disait tout à l'heure, faut faire C'est ça. attention. Et voilà, c'est important. Et justement, ça peut induire du coup pour revenir sur cette première génération, ça veut dire qu'il y a aussi le risque que, c'est bien connu, quand la révolution s'arrête, c'est la contre-révolution qui commence. Et donc du coup, si à un moment on se dit la révolution c'est terminé, ce jour-là, ça veut dire que tout ce qui n'aura pas été remis en cause, probablement par exemple les rapports de domination de genre, les restes de rapports de domination de classe, même si les classes auront été abolies, tous ces restes-là qui feront nécessairement partie des individus, puisque même une transformation révolutionnaire aussi forte s'appuie toujours sur des individus qui ont vécu dans ces sociétés de classe, dans ces sociétés patriarcales, dans ces sociétés fétichistes et tout ça. Il faut surtout pas que ces individus-là croient qu'au bout de quelques années, ils se sont libérés et que c'est la fin de l'histoire. Au contraire, il faut concevoir non pas l'histoire comme une rupture absolue et derrière une espèce de néant, de vide, mais plutôt comme des chemins. On continue d'avancer de toute façon. Il faut continuer d'avancer parce que si on dit c'est fini, il n'y a plus besoin d'avancer, en réalité, en général, on recule. Maintenant, pour finir cette première partie d'émission, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à la critique des Lumières qu'a fait Norbert Trinqueux, un membre de la critique de la valeur, qui est un court texte, mais qui, à mon avis, résume bien le type de critique émancipatrice des Lumières qu'on peut faire ici. C'est un texte qui s'appelle Critique de l'Aufklärung, 8 thèses. Alors je vais en lire quelques extraits. C'est sans doute la dialectique de la raison qui nous a fait prendre conscience du revers irrationnel de la raison des Lumières. L'origine de ce caractère, pour Horkheimer et Adorno, se situe dans le détachement manqué d'avec la nature. Alors le problème, c'est que, nous dit Trinqueux, c'est que cette critique dialectique des Lumières qui est intéressant chez Adorno et Horkheimer, c'est-à-dire qui défendent la raison critique, mais contre la raison qui devient irrationaliste en poursuivant des objectifs comme l'accroissement de la valeur, etc., etc. Mais le problème, c'est que même s'ils nous permettent d'envisager une critique dialectique des Lumières, ils le font de manière complètement transhistorique. C'est l'objet de la deuxième thèse du texte de Trinqueux. Je cite, « Le grand saut qualitatif effectué par la dialectique de la raison, c'est qu'on y envisage l'autre de la raison et la menace qu'il fait courir. Certes, même la pensée rationaliste vulgaire n'a jamais perdu de vue que la raison est constamment sous la menace d'un possible surgissement de l'irrationnel, mais l'interpréter se fait de façon purement légitimatrice. De son point de vue, il semblait que, sous le mince vernis de la civilisation, rôdait encore la primitive nature humaine, qu'elle montrait sans cesse à nouveau son sinistre visage, et qu'il fallait de ce fait la combattre et la réprimer sans relâche. Tout cela n'a pas grand-chose à voir avec une autocritique de l'Aufklärung. Bien au contraire, en invoquant l'irréductible opposition entre nature et culture, la raison ne fait rien d'autre qu'affirmer son point de vue. Domination et une maîtrise de soi individuelle sont déclarées nécessaires pour conjurer les forces naturelles déchaînées, les empêcher de ressurgir. Un raisonnement que l'on peut sans peine allier à un point de vue raciste et culturocentriste, à partir duquel toutes les autres cultures, les cultures non occidentales, apparaîtront singulièrement sous l'emprise de la nature et des sens, et devront pour cette raison être civilisées, de force si nécessaire. Je continue, troisième thèse. L'élément dialectique qu'apportent Horkheimer et Adorno consiste à retourner ce schéma de pensée contre l'Aufklärung même. D'après eux, ce qui menace la culture, ce n'est pas la nature ou l'élément barbare dans la nature, mais le refoulement brutal et la répression du naturel. Violence et domination sont donc inscrites dans la raison moderne même, cette raison à ce point sous l'empire de la nature que, dans un premier temps, elle n'est pas parvenue à se détacher d'elle. Donc là, en fait, ce que disent Adorno et Horkheimer, c'est que, par exemple, le nazisme, ce n'est pas un phénomène, c'est pas le retour du naturel contre les Lumières, c'est un peu ce que dit Jeff Sternel, d'ailleurs, dans son bouquin Les Anti-Lumières, et je pense qu'il faut, à mon avis, être en désaccord avec cette idée. Les Lumières contiennent la possibilité de la destruction rationaliste, voilà, même s'il y a d'autres formes de destruction, la distraction irrationaliste. Je continue de citer. Mais Horkheimer et Adorno ont beau ouvrir de vastes perspectives pour une critique fondamentale de l'Aufklärung, donc dans leur livre La dialectique de la raison, il reste pourtant à maints égards prisonnier de son univers mental.
Cela touche en premier lieu le concept même de la raison des Lumières, que la dialectique de la raison appréhende transhistoriquement. En déplaçant l'origine de la rationalité moderne et en la faisant remonter à l'Antiquité grecque au lieu de la situer dans le processus de constitution de la modernité capitaliste, Horkheimer et Adorno en brouillent les traits spécifiquement historiques. On rejoint dès lors la conception selon laquelle, avant l'apparition de la raison moderne, l'humanité entière aurait vécu dans les ténèbres de la naturalité ou aurait été l'esclave du mythe. La raison moderne et rationnelle est prise pour la seule forme de raison qui ait jamais existé. Et on pourrait rajouter qui pourrait exister, parce que, évidemment, le dépassement des Lumières, c'est aussi la conception. Aller au-delà des Lumières, c'est aussi aller au-delà de la raison moderne et instrumentale, vers une nouvelle forme de raison. Je continue de citer. Horkheimer et Adorno demeurent en cela sous l'emprise de la prétention universaliste hypertrophiée de l'Aufklärung et surrivalisent celle-ci en faisant d'elle l'unique forme de raison, c'est-à-dire de pensée réflexive et critique connue à ce jour. Mais malgré tout, en s'intéressant au côté sombre de l'Aufklärung, ils vont déjà au-delà de l'Aufklärung. Dans la quatrième thèse, Trencle poursuit et dit « Si à présent nous envisageons la raison des Lumières pour ce qu'elle est, une forme de réflexion historiquement spécifique propre à la modernité capitaliste, c'est non seulement l'histoire de sa constitution, mais aussi sa dialectique interne qui se présente autrement que chez Horkheimer et Adorno. Certes, la démarcation brutale par rapport à la nature est un moment constitutif, mais cette démarcation n'a pas absolument lieu au commencement de la pensée et de la réflexion rationnelle, et n'intervient pour la première fois qu'avec la naissance de la société bourgeoise. Le rejet horrifié de la nature est essentiel à l'édifice d'une raison qui ambitionne de réduire la pensée à une activité pure, désincarnée et détachée des sens. Descartes, Kant. Pourtant, cette réduction n'est pas l'expression d'une séparation originelle d'avec la nature, qui aurait quelques milliers d'années, mais résulte en fait de l'émergence du capitalisme et du coup du fait de considérer la nature comme uniquement une nature valorisable, une nature pour le capital. Et donc du coup, l'Aufklärung invente une nature menaçante dont il faut ensuite se démarquer brutalement, et cette invention représente en fait un acte inconscient de la naissance de l'émergence du capitalisme. Cela ne vaut pas seulement pour la nature extérieure que la technique permet de rendre exploitable et de mettre en coupe réglée. Plus décisive encore pour la constitution du sujet moderne, structurellement défini comme masculin, s'avère la lutte violente contre la nature intérieure, autrement dit contre ce qui n'est pas rationnel dans l'être humain. Dissocié du sujet et projeté sur un autre construit de toutes pièces, les femmes, les peuples primitifs, entre guillemets, la nature intérieure se voit, à travers cet autre, à la fois idéalisée et méprisée, convoitée et combattue. Sexisme et racisme sont en ce sens indissolublement liés à la constitution du sujet de l'Aufklärung. Un petit peu ce qu'on peut dire de qu'est-ce qui était intéressant dans la critique dialectique des Lumières de Adorno et Horkheimer dans Dialectique de la raison, qui, comme Trencle le dit, est un peu un ouvrage fondateur de l'autocritique des Lumières, on va dire. Mais comme le dit bien Trencle, le problème c'est que Adorno et Horkheimer, disons, continuent d'affirmer le fait que globalement, les Lumières effectivement nous offrent, peuvent être mortifères, mais en même temps, elles peuvent être, elles contiennent une possibilité critique. Ce avec quoi je suis relativement d'accord, sauf que Adorno et Horkheimer, comme ils transhistoricisent la raison depuis la rupture originelle avec la nature, du coup, ils ne pensent pas que finalement la raison pourrait prendre différentes formes à travers l'histoire. Et donc, du coup, ce qui fait que pour eux, la raison grecque et la raison moderne capitaliste, c'est la même chose. Alors que nous, on a quand même tendance à penser que effectivement, la raison moderne et capitaliste nous a permis aussi, toutes les émissions, on les fait dans son langage, et elles nous permettent aussi de les combattre et de la critiquer et de la dépasser. Mais après, il ne faut pas non plus en faire la seule forme de raison possible historiquement. Et ça, c'est la première critique que Trencle fait justement. Et la deuxième critique qu'il fait justement, c'est que du coup, comme la raison est transhistoricisée, et cette rupture avec la nature est transhistoricisée, Adorno et Horkheimer ne pensent pas le fait que, les ravages de la raison irrationaliste, la raison instrumentale, capitaliste, étatiste et tout ça, qui a fait des millions de morts au 19e et au 20e siècle,
il ne pense pas ça comme étant lié vraiment à la raison capitaliste moderne, mais uniquement comme étant lié à la raison qui proviendrait de la rupture originelle. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la critique que fait Trencle de Adorno-Horkheimer, c'est qu'il nous incite à aller encore plus loin qu'eux dans la critique des Lumières, c'est-à-dire aussi concevoir une autre forme de raison critique que la leur, et d'autre part, il nous incite à réhistoriciser la critique de la raison et des Lumières. Voilà, après j'invite les gens vraiment, on va mettre de toute façon les thèses, on va les mettre en dessous de l'émission. On va mettre les 8 thèses de Trencle parce que c'est vraiment un texte fondateur de la critique des Lumières. J'ai fait que les 4 premières parce que c'était celles qui parlaient explicitement de la dialectique de la raison, dont on n'a pas le temps de parler, mais qui est quand même un texte important de cette critique des Lumières, d'une autocritique, une critique dialectique des Lumières. Voilà, après, à mon avis, les 4 thèses suivantes sont tout aussi intéressantes et importantes, mais on n'a pas le temps de les faire. Et on va maintenant faire une pause musicale et passer à la deuxième partie de l'émission, qui, j'annonce un petit peu le programme, aura comme objet successivement faire un peu une histoire des Lumières et des Anti-Lumières, disons du XVIIIe siècle jusqu'au nazisme. Hein. On va pas aller jusqu'à la période contemporaine, on en a déjà parlé. Et ensuite, on essaiera, disons, d'élaborer plus profondément la critique dialectique des Lumières telle que l'a fait Marx, bon ça on en a déjà un peu parlé, mais aussi telle que l'a fait Kurz et Lukács, et on finira sur presque une espèce d'exemple type d'une critique dialectique des Lumières, d'une critique émancipatrice des Lumières, au-delà des Lumières et des Anti-Lumières, telle qu'on la fonde aujourd'hui, hein, même si, bon, nous, on pense quand même qu'il faut aller plus au-delà des Lumières et qu'il n'y a rien à faire avec les Anti-Lumières, hein, qu'on soit clair, on n'est pas ni de gauche ni de droite, entre guillemets, hein. On est quand même plus, à partir de Lumières, aller au-delà des Lumières, et on finira donc sur le nouveau rapport, une critique de Kant, mais qui en même temps permettrait d'aller au-delà de Kant avec des outils conceptuels aussi qui nous a fournis. Voilà, pause musicale.